Bien, eh bien, nous avons jusqu'à maintenant regardé les réalités des campagnes à travers un certain nombre de dimensions, bien sûr, dans leurs aspects d'évolution sur le temps long, c'est la dimension historique. Nous avons regardé aussi les aspects démographiques avec ce renouveau modeste mais réel dans la population des campagnes. Nous avons vu les mutations sociales, les changements sociaux avec effectivement une recomposition liée pour une large part à l'arrivée de nouveaux habitants. Et puis également, nous allons regarder quelques aspects brossés à grands traits des économies des différentes régions rurales. Une question, et puis on va bientôt se rapprocher du terme de notre parcours pour mieux cerner les campagnes d'aujourd'hui, qui est assez répandu comme questionnement aujourd'hui, c'est de savoir si les ruraux d'aujourd'hui, dans leur diversité, ce sont des gens riches ou pauvres. Ah. Alors, comme manière d'entrer dans le sujet, eh bien, je vais faire référence, parce qu'on en a beaucoup parlé au cours de l'année 2019, de ces manifestations, alors, manifestations de gilets jaunes, manifestations sur les ronds-points, comme on dit. Alors, pourquoi je prends cette porte d'entrée qui a pas mal frappé les observateurs? C'est qu'elles ont donné à voir un certain nombre de difficultés qui sont vécues par nombre d'habitants d'aujourd'hui. Bon, alors effectivement, c'est un phénomène à forte visibilité, y compris dans ses outrances. Et au fond, on a essayé d'en repérer la signification, de cerner le malaise que ces manifestations exprimaient. Alors pourquoi je choisis cette petite porte d'entrée, enfin petite, vous prendrez l'adjectif qui vous convient, c'est que parmi les personnes présentes dans ces rassemblements, il y avait une part notable d'habitants qu'on appelle des campagnes des villes, c'est-à-dire dans cet étalement urbain qui a été considérable au cours de ces 25 dernières années. On a vu se développer dans des communes qui jusque-là avaient un aspect très rural, des phénomènes bien connus comme ceux des lotissements. Alors, quand on n'a pas encore d'études très rigoureuses et très précises sur le phénomène, mais on a quand même un certain nombre de renseignements sur, au fond, qu'est-ce qui est, dans ce malaise était exprimé comme grief. Et on peut en pointer quelques-uns sans que la liste soit bien sûr exhaustive. D'abord, des questions qui touchent à la mobilité. Il y a des difficultés de transport. Le transport, bien parce que dans ces nouveaux lieux d'habitation, la desserte en transport public est jugée insuffisante. Les réseaux de transport en commun, souvent les atteignent encore assez peu. C'est-à-dire on a construit avant de se préoccuper de l'ensemble de la desserte. Et ça s'est traduit pour les ménages par la nécessité de disposer de 2 véhicules avec des coûts élevés, liés à cette double acquisition bien sûr, mais liés aussi aux distances parcourues, puisque ces ruraux des villes, si on peut les appeler ainsi, eh bien, souvent étaient à 20, 30, voire 40 kilomètres de leur lieu de travail. À un moment où, à la différence peut-être de l'aujourd'hui, la pratique du télétravail n'était pas en 2019 aussi répandue. Il y a le poids dans le budget des ménages des remboursements des emprunts immobiliers. Voilà, ce cher pavillon, objet de tous les rêves, ou cette maison à la campagne à restaurer, bien, ils ont représenté, au-delà de l'achat lui-même, souvent des budgets considérables pour les finitions, les travaux, les réaménagements, etc. Et que finalement, ce qui était manifesté, c'est que, bon, ben, souvent on disait on s'en sort pas en quelque sorte.
On peut pointer également l'insuffisance des services à proximité et qui là aussi engendre des trajets consommateurs à la fois de temps et d'argent. Alors il y avait toutes ces questions qui apparaissaient à travers le fait que les fins de mois étaient difficiles, et à ces questions financières se rajoutait un malaise, le sentiment en quelque sorte d'être quelque peu captif dans le lieu que pourtant on avait choisi, c'est-à-dire cette campagne idéalisée. Eh bien, le rêve commençait à s'estomper largement. D'autant plus que la revente d'un pavillon de lotissement s'avère plutôt hypothétique. Autant un bien immobilier de qualité dans les zones rurales, même à proximité des villes, trouve facilement preneur, autant les formes banalisées de logement sont nettement plus compliquées à la revente. Alors c'était d'autant plus pénalisant que parfois, malheureusement, les aléas de la vie familiale, des choses qui existent bien sûr, c'est que lorsqu'il y avait une séparation dans le ménage, eh bien, il y avait une contrainte à la cession du bien immobilier le plus souvent. Alors, si on récapitule un peu ces difficultés, cette affirmation des difficultés et de la pauvreté qui souvent était bien réelle de pas mal de ménages ruraux et notamment sur ce public que j'ai cité à titre d'exemple en introduction, eh bien, il y a deux aspects. Deux aspects. D'abord, des revenus jugés insuffisants par ces ruraux souvent de fraîche date. Bon, souvent dans ces catégories, pas du tout des populations à l'aise de cadres ou de professions libérales. Non, c'était souvent des populations qui avaient migré de la ville vers la campagne, encore une fois en l'idéalisant, mais avec des rémunérations d'employés, par exemple. Et puis le deuxième aspect, ce sont les niveaux de charges qui sont venus obérer les budgets familiaux. C'est-à-dire qu'on a fait le décompte de toutes les dépenses contraintes, c'est ainsi qu'on les appelle, le reste pour la consommation ordinaire du ménage pendant le mois, il ne reste pas grand-chose, effectivement. Alors, je reprends maintenant les mêmes choses de manière un peu plus globale, après cette introduction liée à des phénomènes récents dont les médias ont beaucoup parlé. Quand on regarde, on a une situation sur cette question qui nous réunit aujourd'hui, de savoir si les ruraux, au fond, ils sont plutôt riches ou plutôt pauvres. Une situation qui a des aspects assez paradoxaux. Il y a quelques années, j'avais fait un papier sur le sujet et au moment de commencer à écrire, j'avais vu dans un journal réputé sérieux, qui est le journal Le Monde, les pauvres relégués à la campagne. Bon, le titre lui-même en dit long sur finalement ces habitants de la campagne, nouveaux habitants, ils seraient plutôt dans une catégorie qui est celle des personnes à faibles ressources. Et puis en même temps, une autre publication ô combien sérieuse, celle de l'INSEE, qui sortait dans une publication qui s'appelle INSEE Première, un texte pas très très long, mais où il montrait que les revenus des ruraux et des citadins avaient tendance à se rapprocher. Alors c'était important parce que quelques années auparavant, il y avait eu une étude du Conseil général de l'agriculture qui montrait que le taux de pauvreté en espace rural était encore un peu supérieur, pas beaucoup, autour de 12%, à celui qu'on connaissait dans les villes. Et là, eh bien, l'INSEE nous montrait au fond qu'on avait des revenus qui n'étaient pas aussi différents que ceux qu'on avait dans nos représentations habituelles. Nos représentations habituelles, c'est de se dire, la campagne, c'est plutôt un espace de pauvreté. Et l'INSEE venait battre en brèche en analysant avec finesse tous les chiffres à l'échelle globale de tout le pays pour dire, non, les revenus se rapprochent.
Alors, quand vous êtes devant deux titres, deux affirmations qui sont incontestablement opposées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut penser? Ben, au risque de vous étonner, je vais vous dire que les deux affirmations, les deux titres, sont exacts. Sont exacts, seulement, ils ne portent pas sur les mêmes réalités. Ils ne portent pas sur les mêmes réalités parce que on est dans le premier cas de figure, les pauvres relégués à la campagne. Il s'agissait d'un reportage bien conduit sur ce qui se passait dans la métropole de Montpellier, métropole attractive, en très fort développement, et où effectivement, même s'il y a un parc de logement social qui n'est pas négligeable, eh bien, pour beaucoup de personnes, qu'elles soient seules ou des ménages, des logements à prix accessible, ben, il y en avait de moins en moins au fur et à mesure que l'attractivité de la métropole de Montpellier, de la ville de Montpellier, conduisait à un renchérissement des loyers ou des prix de l'immobilier à l'acquisition. Bon. Cette réalité-là, donc on peut la retrouver si on ne va pas trop loin comme distance géographique. Vous avez un autre exemple tout à fait dans le même sens qui est ce qui se passe à Bordeaux, notamment depuis quelques années que le TGV y arrive, que la ville a été très bien relookée par les municipalités et que effectivement la ville jouit aujourd'hui d'une notoriété grande et bon, ça fait partie des villes un petit peu phares en quelque sorte. Et puis, les données de l'INSEE, qui j'y reviens, bon, sont, bien sûr, on ne va pas en nier l'exactitude, ça serait stupide. Et d'autre part, l'INSEE nous a habitués à des études tout à fait rigoureuses. Donc, bon, bah, retient quoi? Retient toutes les situations dans l'Hexagone et qui nous montre ben, ce rapprochement des revenus. Donc, vous voyez une réalité contrastée et que les campagnes d'aujourd'hui, eh bien, en termes de revenus, il s'agit bien effectivement d'une réalité assez contrastée. Voilà, je prends un exemple. Bon, là, on est dans la campagne un peu carte postale, mais qui est réelle. On est dans le Vexin normand et on voit bien qu'on est à une distance pas trop éloignée de l'Île-de-France et que là, ben, on a des CSP+, hein, les catégories socio-professionnelles les plus favorisées, qui ont investi soit pour y vivre complètement, soit pour y passer une partie de l'année, soit pour y avoir une partie de la semaine en télétravail, ben, occupe effectivement un bâti de grande qualité, très bien restauré, et effectivement, où rien qu'en regardant la maison, la façade, sa toiture, bon, ben, vous avez un indice d'habitants qui résident là, qui ont des moyens en clair. Alors un tableau où on va s'arrêter, alors la lisibilité est peut-être pas énorme, je vais le commenter avec vous. D'abord parce que c'est des réalités beaucoup plus proches et ça fait mention de ce qui se passe dans notre département, la ville de Tarbes et puis les communes au sud-est de Tarbes dont je vous avais déjà dit un mot au plan démographique il n'y a pas très longtemps. Alors d'abord au plan méthodologique, vous disposez, si vous voulez vous intéresser de près à cette question des revenus et des ressources, d'une source à la fois d'une très grande précision et sans cesse actualisée, en allant sur le site de impôts.gouv, c'est que dans la partie documentation et statistiques, vous avez publié par commune, c'est précis, le revenu fiscal de référence que vous voyez en haut de la colonne de gauche, RFR, revenu fiscal de référence, qui donne par commune donc le montant lié aux déclarations. Alors les déclarations aujourd'hui, elles sont le fruit de ce que les employeurs donnent à connaître au fisc et de ce que vous-même pouvez déclarer comme autre ressource.
Alors, quand on regarde ça, bien, arrêtons-nous une seconde. On voit que les Hautes-Pyrénées, qui n'est pas un département où la richesse est très marquée, c'est le moins qu'on puisse dire, on est à 22 000 euros de revenu fiscal de référence annuel. Bon, c'est des données qui ont 6-7 ans, mais ça n'a pas changé tellement depuis. Et ce qui nous retient comme attention, c'est toujours de se poser la question, alors ce sont des ruraux assez proches de la ville c'est Tarbes, mais quand même, regardez bien, vous voyez que la ville de Tarbes, c'est 44 000 habitants aujourd'hui à peu près, mais avec une diminution forte puisque la ville, vous vous souvenez, a perdu 15 000 habitants. Dans la commune elle-même, on est à 19 000 euros de revenu fiscal de référence et un indice qui traduit finalement des revenus plus que modestes, c'est le pourcentage de foyers imposables. Vous voyez qu'il y a un peu plus de tiers, pas plus, de foyers qui sont imposables, 34%. Regardons les communes voisines et en particulier quand on commence à s'écarter progressivement de la commune de Tarbes. Alors, vous voyez, d'abord pour l'ensemble des communes, on est à un peu plus de 30 000 euros de revenu fiscal de référence. La différence par rapport à Tarbes est considérable. Considérable. Mais regardez en même temps les chiffres. Alors, si vous arrivez à les lire, je vais vous les indiquer si c'est plus difficile. Une ville qui est mitoyenne de Tarbes comme Sousse, on est à peu près à la moyenne départementale, 22 000 euros. Sousse a pas mal d'habitat social. Mais regardez les chiffres de plusieurs de ces communes où l'on est à nettement plus de 30 000. Alors, vous pouvez en prendre quelques exemples. Vous avez Bernac-de-Bas, vous avez Is, vous avez Salzadour. Regardez Salzadour, commune voisine de Sousse, l'écart est très marqué. Et puis, les deux communes où le revenu fiscal de référence est le plus élevé, vous avez Odos proche, mais ça c'est de longue date, ce qu'on appelle les beaux quartiers. Et vous avez également, plus récemment, la montée très nette d'une commune comme Orgues à 43 300 euros, c'est-à-dire un revenu fiscal de référence qui est 2,3 fois plus élevé qu'à Tarbes. Donc là, des communes qui, il n'y a pas si longtemps, avaient un caractère encore très, très rural, vous voyez que la pauvreté n'est pas à la campagne, elle est plutôt en ville. Vous en avez une autre manière. Alors, quand j'étais président de la caisse d'allocation familiale là, pendant 2 mandats consécutifs dans les Hautes-Pyrénées, je m'étais intéressé de près à cet aspect-là, c'était de savoir où résidaient les bénéficiaires de minima sociaux et en particulier le plus connu de ces minima qui est le RSA, le revenu de solidarité active. Et je m'étais rendu compte que sur les deux communes de Tarbes et de Lourdes, donc Tarbes 45 000 habitants, Lourdes 17 000 environ, c'est-à-dire à peine 30% de la population du département, eh bien, y résidaient 54% des bénéficiaires de minima sociaux. Alors, si on revient à notre titre de tout à l'heure du journal Le Monde, les pauvres relégués à la campagne, vous voyez qu'autour d'une ville moyenne comme Tarbes, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai que les espaces, excusez-moi de les nommer ainsi, mais enfin, de relégation entre guillemets, ou tout au moins d'une spatialisation de la pauvreté, ils sont dans les quartiers qui font l'objet de la politique de la ville, que ce soit Tarbes ou à Lourdes. Pas nécessairement à la campagne. Alors, s'il y a des revenus qui sont un peu plus élevés à la campagne, eh bien, on va se poser la question, bon, mais à quoi c'est dû ce rapprochement des revenus des ruraux et des citadins, donc en clair, l'augmentation du revenu en moyenne des ruraux? Eh bien, il y a un triple phénomène. Le premier, c'est l'arrivée des ce qu'on appelle les papy boomers. Voilà, ces gens qui sont nés dans les années d'après-guerre.
qui n'ont pas connu globalement de gros problèmes d'emploi, au contraire, qui ont fait parfois de bonnes carrières professionnelles, et qui arrivent à la retraite avec des niveaux de ressources plutôt élevés. À cela, d'ailleurs, il faudrait rajouter, où c'est encore plus significatif, la question des patrimoines dont ils disposent. Mais déjà, dans les seules pensions, elles sont plutôt confortables en moyenne. C'est clair que les jeunes retraités, qui ont pris donc leur retraite il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont des revenus supérieurs à ceux des moins de 50 ans. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est toujours à la campagne, donc l'installation de ménages actifs assez aisés qui sont des mi-urbains, mi-ruraux, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'ils habitent bien à la campagne, mais ils font des migrations quotidiennes alternantes, ou bien ils travaillent tout ou partie à distance de leur entreprise ou de leur cabinet s'ils sont des indépendants. Et puis il y a un troisième phénomène, alors là qui joue à contrario, on va dire, c'est qui est-ce qui est pauvre actuellement en France? Très majoritairement, ce sont les jeunes, les 20-30 ans. C'est ceux qui, en termes de ressources, de revenus, sont les plus mal lotis en moyenne, encore une fois, même si certains, bien sûr, ont des revenus tout à fait corrects. Alors, pourquoi on les cite? Parce que ces 20-30 ans, ils ne sont pas présents dans les campagnes. C'est eux qui, pour la recherche d'un premier emploi, se rapprochent des villes, des agglomérations, pour essayer, avec toutes les difficultés qu'ils connaissent, d'y trouver un emploi. Dans les deux petites remarques, les chiffres des minima sociaux, je les ai indiqués tout à l'heure pour le département des Hautes-Pyrénées, il n'y a pas lieu d'y revenir, mais je reviens juste à la ligne précédente sur quelque chose qui n'est pas très connu. Et là aussi, il y avait eu un travail de l'INSEE intéressant, c'est que les écarts de revenus sont plus réduits chez les ménages qui vivent, qui résident à la campagne qu'en ville. On dit, si vous prenez dans les études, on fait souvent, on met à part le premier décile, les 10% les plus riches, ou les 1% si vraiment on veut chercher là où la fortune est considérable, mais même sur les 10% les plus riches, là, en ville, l'écart entre ce décile des plus aisés et les déciles des plus mal lotis dans l'échelle des revenus, l'écart est considérable. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il est beaucoup plus élevé que dans les campagnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau de revenu homogène dans les campagnes, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais disons que les différences sont quand même plus réduites que dans les grandes agglomérations. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour repérer qu'entre certaines communes du 78 ou du 92 en Île-de-France, les Yvelines ou des Hauts-de-Seine, par rapport à certaines communes du Val-de-Marne ou de la Seine-Saint-Denis, vous avez des différences qui sont considérables au sein des agglomérations urbaines, des écarts de revenus qui aujourd'hui nous laissent quand même assez dubitatifs. Tel est, je ne veux pas dire pas le cas, mais tel est un peu moins le cas dans les zones rurales. Bon, alors vous êtes en train de penser, Bruno Morin, il a une vision assez optimiste des réalités touchant aux revenus dans les campagnes. Est-ce que tout ça, c'est bien exact? Donc, tout de suite, on va mettre ensemble des nuances et des bémols. Cette vision quelque peu optimiste, mais corroborée par les chiffres de campagne avec de meilleurs revenus, cette vision, elle doit être nuancée. Elle doit être nuancée tout d'abord selon les types de campagnes. Vous savez, on avait passé du temps, peut-être trop, c'est pas la partie la plus passionnante, pour essayer de distinguer, de différencier tous les types d'espaces ruraux. Ce qu'on avait appelé le rural isolé, il connaît des revenus moindres. Rural isolé, les exemples classiques, c'est ceux du Massif central, par exemple. Il y a également une nuance selon
l'attractivité des espaces ruraux pour les catégories socioprofessionnelles aux revenus élevés, puisque c'est eux qui font remonter la moyenne, bien sûr. Alors, parmi ces catégories socioprofessionnelles, quel type d'espace rural elles ont tendance à privilégier? Alors, l'espace littoral, vous pouvez le voir, avant c'était davantage les littoraux méditerranéens, aujourd'hui peut-être davantage d'engouement pour les littoraux atlantiques. Hein. C'est des personnes qui, par exemple, à 50 ans, ont investi dans une résidence sur la côte et puis qui, arrivaient à l'âge moyen aujourd'hui de départ à la retraite, est à 62 ans, 62 ans et demi, bon, ben, font le pas et vont habiter dans ces résidences acquises préalablement. Donc, effectivement, des CSP+, comme on dit, qui viennent dans des espaces jugés attractifs que sont les espaces littoraux. Vous retrouvez le même phénomène pour certains espaces montagnards, pas tous, mais là, les deux départements assez significatifs, c'est dans l'ordre la Haute-Savoie, bien sûr, et la Savoie. Alors, la Haute-Savoie, ça se double d'un autre aspect de l'attractivité, c'est le rayonnement immense aujourd'hui de l'agglomération genevoise. Vous avez proximité de l'Île-de-France, là où la photo avait été prise, c'est le Vexin normand. Vous le retrouvez aussi dans le Luberon. Voilà. Et puis vous pourriez multiplier les exemples. Autrement dit, on est dans des campagnes plutôt bien loties, on va dire, en termes de revenus. Ça marche également, on peut le pointer avec, pas toujours, mais souvent, avec des espaces ruraux où la préoccupation patrimoniale est assez forte. On veut garder nos belles campagnes, nos plus beaux villages. Troisième nuance, c'est que les campagnes ne sont pas homogènes et pour les niveaux de revenus, ça peut varier selon la distance des grands pôles d'emploi. Alors, il y avait eu un temps de migration quotidienne alternante plutôt cadre ou profession intermédiaire. Ces derniers temps, on a eu davantage de mouvements dans des catégories sociales à revenus moindres. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure à propos des manifestations de 2019. Donc là, c'est moins déterminant, cette dimension-là. Je reprends là en italique un point que j'ai évoqué pour des communes assez proches au sud-est de Tarbes. Le point d'attention, c'est que les différences de revenus apparaissent également dans des situations de proximité, parfois entre communes voisines. Donc, je l'ai fait observer pas mal à des étudiants qui faisaient des enquêtes que je dirigeais dans le sud-ouest et où ils étaient étonnés parfois de voir qu'à peu de distance, quelques kilomètres, on avait des niveaux de ressources vraiment assez fondamentalement différents. Alors, c'est quelque chose qui jusque-là était assez marqué dans les grandes agglomérations. Bon, le phénomène de l'entre-soi, alors si vous voulez travailler sur ce thème-là, vous avez un livre très connu de mon quasi-homonyme qui s'appelle Éric Morin, sur ces thèmes de la différenciation spatiale. Bon, et sur l'entre-soi, c'est évident que là, l'Île-de-France est très typée là-dessus. Marne-la-Coquette, c'est pas Saint-Denis, c'est clair. Mais ce phénomène de l'entre-soi, il commence à toucher les campagnes. Alors que jusque-là, non pas qu'il n'y avait pas des différences de revenus entre familles habitant dans les villages, c'est pas ça, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une certaine mixité sociale. Et aujourd'hui, cette mixité commence à s'estomper, pas partout, mais dans certains lieux, ça commence à être une réalité. Alors, continuons notre bout de chemin ensemble. Notons que les représentations dominantes, vous vous souvenez tout à fait en introduction, j'avais insisté sur ces représentations sociales, c'est-à-dire ces phénomènes de perception un peu spontanés,
pas toujours étayées sur des données objectives. Les représentations dominantes sont celles, encore aujourd'hui, d'un rural pauvre. Et cette représentation, elle est entretenue, volontairement ou pas, mais il ne faut pas être naïf non plus. Le discours politique va parfois dans ce sens-là. Ça m'avait frappé il y a déjà un petit moment, en parlant avec un maire dans une petite région où on avait travaillé avec les étudiants de master. Et il me disait, oh là là, dans ma commune, là, tout ça, où il y a encore beaucoup de difficultés, les temps sont difficiles pour beaucoup de ménages, etc. Alors je le regarde et je lui dis, mais monsieur le maire, est-ce que vous savez que dans les 400 ou 500 communes de votre département, votre commune fait partie des 5 où les revenus fiscaux de référence sont les plus élevés? Et alors le cher homme lève les bras au ciel et me dit, ah, mais mon cher monsieur, mais il faut jamais dire ça, jamais dire ça. Oui. Vous voyez, autrement dit, il y a une... Bon, l'anecdote est amusante, mais assez typique au fond que, bon, on ne veut pas avouer en quelque sorte que la vie dans la commune où on est élu ne présente pas de difficultés en termes de revenus qui soient si majeures que ça. C'est également aussi un discours assez médiatique où, vous savez, actuellement, les, les médias, surtout quand ils sont nationaux, c'est-à-dire avec leur siège à Paris, ils voient la campagne comme un ensemble presque semblable, avec effectivement des ruraux pauvres, délaissés, les territoires à l'abandon, etc., sans rentrer dans les nécessaires différenciations que ces espaces ne sont pas homogènes et ne correspondent pas tout à fait à la représentation qu'ils s'en font. Mais ça, c'est ainsi, c'est très typique, y compris dans des émissions de qualité. Moi, je suis toujours frappé de voir la manière dont des journalistes qu'on croit bien au fait des réalités ont une vision à la fois un peu dépassée et en même temps un peu monolithique d'un espace qui est très divers. Bon, c'est ainsi. Alors, si cette affirmation, encore une fois, ne correspond plus aux données chiffrées globales, il est vrai que certaines parties des territoires ruraux, et plus encore certaines catégories de population en espace rural, sont affectées par des formes de pauvreté bien réelles. Bien réelles. Bon, on ne veut pas prendre tous. À un moment, j'avais pensé vous parler un peu plus des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, où il y a pas mal de choses pas très faciles toujours à vivre dans les campagnes, des choses comme ça. J'en ai retenu 2 en particulier. Du côté des personnes âgées. Qu'est-ce qui est assez frappant, c'est que les niveaux de pension d'aujourd'hui sont souvent modestes. Et en particulier pour les populations de souche et pour les femmes. Alors, je pense en particulier aux femmes, aux épouses d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants ruraux, pour plusieurs raisons. D'abord, elles vivent en moyenne nettement plus longtemps que leur mari. Alors, est-ce que c'est triste ou pas, j'en sais rien, mais enfin, c'est une donnée statistique, à peu près 6 ans de plus que les hommes, et que leurs pensions propres sont peu élevées. Alors, sont peu élevées, pour une part, elles emportent un peu la responsabilité, parce qu'il y a souvent eu une absence de cotisation en tant que co-exploitant. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, il en va de même des pensions de réversion, celles par exemple qui sont versées par la mutualité sociale agricole. Pour une épouse d'agriculteur, c'est pas top, quoi. Alors voilà, on a là un public, souvent qui vit la réalité de son revenu modeste, sans tellement de récrimination, avec parfois beaucoup de dignité, en continuant à s'occuper du potager, de la basse-cour, mais quand même, où les situations sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'à la pauvreté matérielle
se rajoute pour ces personnes et pour ces femmes notamment une solitude assez marquée. Pourquoi? Eh bien parce que le système de solidarité familiale de naguère s'estompe. C'est-à-dire, avant la famille, il y avait une certaine proximité spatiale, pas forcément tout le monde sous le même toit, mais tout au moins dans le village ou les villages voisins. Tel n'est plus le cas parce que les enfants, souvent, sont partis en ville et que la relation aînée avec leurs descendants, eh bien, s'est espacée, voire estompée. Un point dans les enquêtes aussi qui est assez frappant comme critère de la modestie des ressources, c'est la question de l'habitat. Il s'agit de générations qui, avaient connu dans le passé, leur enfance, leur jeunesse, un habitat qui ne correspond plus tout à fait aux normes d'aujourd'hui et qui, aujourd'hui, se retrouvent vivre dans des logements. Alors, je ne dirais pas insalubres, ce serait excessif, mais insuffisant en termes de qualité d'équipement, et notamment autour de l'équipement de la cuisine ou de la salle de bain, qui sont des points importants. Deuxième cas de figure que je vais prendre, c'est le secteur agricole. Pourquoi? Parce que la pauvreté matérielle, elle est présente. Alors elle est présente chez des agriculteurs qui peuvent faire surtout des productions animales, mais parfois aussi des productions végétales. Alors là où elle est le plus présente, c'est quand même chez les éleveurs. Chez les éleveurs, et en particulier un secteur qui était très touché par les difficultés, la crise du secteur laitier, des années sombres, celle en particulier des années 2007, 2008, 2009, par là, du secteur laitier, avec un prix du lait qui ne permettait pas, alors que les investissements avaient été lourds, de vivre correctement de son métier. C'est la période où on a vu apparaître un sigle qui n'est pas très joli, qu'on appelle, surtout quand c'est pour nommer des gens, qu'on appelle les agridifs, les agriculteurs en difficulté. C'était une période très, très lourde, très difficile pour cette période-là et pour également les personnes qui, autour d'elles, qu'elles travaillent à la MSA, qu'elles travaillent dans les chambres d'agriculture ou d'autres structures, ne voyaient pas d'issue avec elles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, beaucoup de ces agriculteurs ont été contraints de stopper leur activité, non pas pour une raison d'âge, en arrivant à 65 ans par exemple, mais tout simplement d'arrêter l'activité parce qu'ils étaient obligés de céder leur exploitation sous le poids des dettes qui s'étaient accumulées et sous le poids des charges, et ceci avant 55 ans. Bon, il y a également, dans le secteur agricole, il y a cette pauvreté matérielle, mais il y a quelque chose qui est du domaine un petit peu de l'estime de soi, de l'image. Ce sont des personnes qui tiraient de leur travail un statut, celui d'être agriculteur. On pourrait le retrouver d'ailleurs sous d'autres formes de travail indépendant. Enfin, c'était très net chez les agriculteurs. Et se retrouver tout d'un coup à 55 ans, à l'extérieur, l'employabilité n'était pas très évidente et on leur faisait savoir. Éventuellement d'aller faire la saison du gras chez Grimaud, mais enfin bon, ce n'était pas très enthousiasmant comme perspective. C'est que le recours aux minima sociaux, pour eux, le RSA en l'occurrence, engendre une grande souffrance psychosociale. M'en dit, je passe d'un statut qui était un statut professionnel, qui était mon identité, à la perception que je vis avec une forme d'assistance. Et ça, c'est très dur à vivre pour ces publics-là,
pour tous les publics d'ailleurs qui bénéficient des minima sociaux. Et là aussi, alors je ne dis pas qu'il y a une corrélation, ce serait, au plan statistique, ce n'est pas démontré, mais quand même avec parfois un rapprochement à faire entre cette interruption de l'activité professionnelle sous le poids des charges, des dettes, et puis de se retrouver avec un RSA pour des agriculteurs pour qui le mal-vivre, cette souffrance psychosociale, était accentuée par le célibat masculin. C'est-à-dire ils étaient seuls. Quand déjà je m'intéressais à ces questions-là et à travers l'équipe des ingénieurs et techniciens que j'animais à la CSCG, j'avais un jeune ingénieur de Purpan qui travaillait auprès de ce public-là et il me disait, pour lui d'ailleurs c'était pas facile à vivre, que certains agriculteurs, ils n'ouvraient plus par exemple leur courrier, sachant que c'était toujours porteur de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire un espèce de repli marquant une souffrance psychologique très grave. Voilà. Je ne reviens pas sur la question du suicide que j'ai déjà évoquée. Difficile encore est parfois la situation de précarité de revenus des ouvriers agricoles. Alors, vous allez dire, ils ne sont pas forcément plus mal lotis que les ouvriers en général. Globalement, si c'est plutôt plus faible, les salaires des ouvriers agricoles d'exploitation, c'est pas beaucoup au-dessus du SMIC. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vivent les aléas consécutifs au fait d'être dépendants de plusieurs employeurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui est en surcharge de travail, il ne peut pas tout faire par lui-même, donc il va chercher à avoir un complément de main-d'œuvre, mais il n'a pas la capacité d'une embauche complète, ce n'est pas dans ses ressources financières. Donc il va prendre un salarié à temps partiel. Et vous avez des ouvriers agricoles qui ont parfois 3, 4, 5 employeurs, où ils viennent une journée et demie, 2 jours par semaine. Et là, ça donne des situations effectivement on peut dire de précarité assez fortes, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui arrête l'activité pour que l'activité salariée suive le même sort. Voilà, donc riche, pauvre, vous voyez qu'on a un tableau qui est assez nuancé, mais en même temps, en terminant ce passage sur riche et pauvre, on peut voir que les différences sont moins grandes que naguère, que nos campagnes sont très diverses et qu'aujourd'hui, dans la physionomie des campagnes, on voit toutes sortes de réalités sociales, démographiques, économiques, de revenus, etc. C'est peut-être ça qu'il faut retenir de ce parcours, de ce que j'essaie de faire avec vous sur la physionomie des campagnes actuelles. Alors, une manière d'arriver un peu presque au bout de notre parcours, je ne sais pas si il vous aura intéressé, ça, vous me le direz éventuellement à la fin, je ne sais pas, mais je voudrais développer 3 petits points. Le premier point, c'est que connaître et comprendre le milieu rural, ça passe, bien sûr, par la lecture, pas mal, j'ai cité des ouvrages, ça passe par des films qui vous donnent souvent des formes de représentation qu'on a aujourd'hui des espaces ruraux, ça passe par des reportages. Malgré ce que j'ai pu dire sur certains médias, il y a quand même des reportages qui sont souvent bien faits. Mais le mais, c'est que rien ne remplace ce que vous pourriez réaliser par vous-même. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est peut-être pas très simple de faire ça. Ben non, c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est une incitation, peut-être quand les beaux jours seront revenus. D'abord, dans un premier temps, on ne va pas vous demander de faire un diagnostic territorial complet. C'est peut-être pas dans le champ de vos préoccupations, mais de faire quelque chose de plus modeste. Quelque chose de plus modeste qui commence par observer. Observer un milieu, voilà, un milieu que vous choisirez, il manque un mot, pardon, vous choisirez un village, si possible un village que vous ne connaissez pas. Si c'est un village où vous avez déjà beaucoup de connaissances, de pratiques sociales, c'est pas idéal. Il vaut mieux un endroit que vous connaissez pas. Et
de commencer par l'observer, observer la vie du village, observer le bâti, observer les constructions plus récentes, observer les bâtiments d'élevage, observer les champs, les prés, les bois, tout ce qu'il y a autour. Voilà, l'observation, éventuellement avec un appareil de photo, pourquoi pas. Et vous regardez, vous ouvrez grand les yeux. Mais vous n'allez pas ouvrir que les yeux, vous allez ouvrir aussi les oreilles, si je puis dire. Et c'est finalement ce qui est passionnant, c'est la rencontre avec des habitants quels qu'ils soient des habitants de souche ou des habitants plus récemment installés. Et vous allez dire, oui, mais c'est pas facile d'aborder les gens, ils vont se dire, mais ils vont nous prendre pour les témoins de Jéhovah ou que sais-je. Bon, d'accord. Ben, il y a un premier moment de méfiance, mais il suffit d'être simple et transparent et dire, voilà, on fait un travail dans le cadre de l'Université du temps libre à Tarbes et on s'intéresse à la vie des villages. Non, vous voyez si ça estompe ou pas ce premier sentiment de méfiance. Les étudiants, ils avaient toujours le badge de l'Université de Pau sur là devant eux pour bien afficher qui ils étaient et le travail qu'ils faisaient. Ce n'était pas inutile. Et alors, quand la confiance, si les personnes ont le temps, évidemment, vous n'allez pas faire ça en pleine période de moisson ou à un moment où les gens sont très pris, mais si vous avez un creux, vous allez entendre des gens qui parlent finalement assez volontiers de ce qu'ils vivent. Alors là, vous êtes là pour les écouter, pas pour leur parler, pour les écouter, et vous allez recueillir des récits de vie. Et ces récits de vie vont vous en apprendre beaucoup, beaucoup sur ce milieu en voyant que peut-être il est plus vivant que vous le croyez de prime abord. Vous allez traverser à une heure calme, l'impression d'un village un peu mort, et puis vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous parler du comité des fêtes, un autre qui va vous parler de l'association des chasseurs, et puis un autre qui va vous parler du centre communal intercommunal, hein, du centre social intercommunal, enfin, etc. Vous allez peut-être tomber sur un conseiller municipal, et vous allez voir que chemin faisant, eh bien, vous allez mettre en œuvre des moyens de connaître, et ce qui est important, de mieux comprendre cet espace rural. Un deuxième point. Question à la mode. À la suite de travaux d'un universitaire qui s'appelle Lévy, il posait la question de se dire est-ce que la ruralité, elle existe encore aujourd'hui? Et pour lui, la réponse tendait vers la négative, en disant les espaces ruraux se sont tellement perdus après plus d'un siècle d'exode rural qu'au fond, les figures contemporaines de la société sont des figures qui sont tellement marquées par les modes de vie urbains, qui sont les modes de vie dominants, que les agglomérations, c'est quand même là où il y a l'essentiel du travail. Bon, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les modes de vie se sont homogénéisés et se sont homogénéisés en allant dans le sens du modèle dominant qui est le modèle urbain. Oui. Alors il y a une part de vérité contestablement dans cette analyse et pour lui, il dit que le reliquat qui reste au fond, c'est dire la ville, elle a ses caractéristiques comme espace de travail, comme espace de chalandise. Autour d'elle, il y a d'autres espaces de travail, il y a des grandes surfaces. Et puis encore un peu autour, il y a des espaces qui sont des espaces récréatifs. Et puis encore un peu plus loin, des espaces qui sont ceux de la production alimentaire. Mais tout ça, finalement, ça se structure et ça s'organise autour du modèle dominant. Autrement dit, il y a plus de place aujourd'hui pour une ruralité authentique. Alors autant dire que je ne partage pas cette analyse et que, au risque de vous paraître un brin traditionnel, je ne crois pas que c'est une question d'ailleurs de tradition, de modernité, non, c'est simplement que l'analyse nous montre qu'il y a des traits de société et des sociétés qui sont attachées, renouvelées dans les caractères des campagnes d'aujourd'hui. Alors de dire que c'est
des formes de ruralité qui se recomposent socialement, ça c'est vrai, mais de dire qu'elles ont disparu, non. Il y a des formes dans les relations sociales, de rapport à l'espace, qui demeurent spécifiques aux campagnes. Dernier point, et pour en finir, il y aura un dernier cours après celui-ci, et on est resté quand même beaucoup dans l'Hexagone. C'était ce qui était affiché dans le titre, nos campagnes d'aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, vous allez dire, et si on allait regarder ailleurs? Et vous auriez bigrement raison. Alors d'aller voir ces campagnes d'ailleurs, c'est passionnant. Alors j'ai hésité. J'ai par exemple travaillé pour les organisations professionnelles agricoles, pour l'université d'Antilles-Guyane, sur par exemple les départements d'outre-mer, aux Antilles, pour Guadeloupe, Martinique, en Guyane, pour également la Réunion, qui est un département qui m'a passionné. Mais je n'ai pas retenu. En Afrique, j'ai quelques expériences professionnelles, mais pas très longues. J'ai préféré aller regarder du côté de l'Asie, qui est un continent que j'aime énormément, et d'aller voir du côté de l'Asie du Sud-Est, en particulier 3 pays où il y a des attaches historiques et culturelles avec la France, que sont le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Bon, des pays meurtris par l'histoire, bien sûr, mais des pays où les campagnes présentent des physionomies assez passionnantes à regarder. Bon. Alors, j'ai eu la chance d'aller plus d'une douzaine de fois là, en Asie. Alors ici, le paysage qu'on voit, on n'est pas loin d'un très vaste espace lacustre au Cambodge qui s'appelle le Tonlé Sap. Vous voyez les rizières au premier plan. Et donc, voilà, j'en dis pas plus. La prochaine fois, donc, on ira faire un tour rapide, bien sûr, à gros traits, du côté de ces campagnes, et puis vous verrez si le voyage vous plaît. Voilà, au revoir.